Élections présidentielles au Ghana. Des électeurs sont attendus aux urnes demain, 7 décembre. Ils sont 7 candidats en lice, dont le président John Dramani Mahama. À quelques heures du scrutin, des centaines de Ghanéens vivant en Côte d'Ivoire convergent vers leur pays pour prendre part au vote. En Côte d'Ivoire, les législatives 2017 se tiendront le 18 décembre prochain. Un scrutin que la Commission électorale indépendante prépare avec minutie. Son centre de coordination des opérations de sécurisation électorale est à pied d'œuvre pour sécuriser les Ivoiriens. On parlera également santé dans ce journal, précisément de santé sexuelle et reproductive. C'est une préoccupation majeure en Afrique. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Élection présidentielle au Ghana. Les électeurs sont attendus aux urnes demain, 7 décembre. Ils sont 7 candidats en lice, dont le président John Dramani Mahama. À quelques heures du scrutin, des centaines de Ghanéens vivant en Côte d'Ivoire convergent vers leur pays pour prendre part au vote. C'est ce que nous dit Michel Digré. À quelques heures du scrutin présidentiel au Ghana, c'est la course contre la montre pour les électeurs ghanéens vivant en Côte d'Ivoire. Des cartes gratuits sont mis à leur disposition dans plusieurs communes d'Abidjan pour leur permettre d'accomplir demain mercredi leur devoir civique au Ghana. La raison de ce déplacement massif se trouve dans le code électoral de leur pays d'origine. Non, on nous a dit de ne pas voter ici, de venir au Ghana pour venir voter. C'est pour cela qu'on va au Ghana pour aller voter. Ce sont des citoyens ghanéens qui voudraient aussi aller voter. Donc on a essayé en tant que communauté de s'organiser comment on peut faire partie et les gens, chacun il va aller pour poser son droit civique. Ils devront parcourir des centaines de kilomètres pour regagner leur pays, mais leur détermination à prendre part au vote n'est nullement altérée. Tous les jours, c'est à voter, il faut au Ghana pour voter. C'est mon pays d'abord. Et ne pas Côte d'Ivoire, vote au Ghana. Si ça peut importer, pas laisser mon travail pour être ici. La peuple gagnante connaît que la vote c'est pour nous. Sept candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Plus de 15 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Voilà, 7 candidats en lice, plus de 15 millions d'électeurs et la course devrait surtout se jouer entre le président sortant John Mahama Dramani et son rival historique, le leader de l'opposition Nana Akufo-Addo. Quels sont les enjeux de ce scrutin présidentiel? Élément de réponse avec Sylvie Touré. Dans cette course à 7, deux font figure de favoris. John Dramani Mahama, président sortant, qui tente un second mandat, et Nana Akufo-Addo, leader de l'opposition, président du NPP, le nouveau parti patriotique, candidat pour la 3e fois. Les enquêtes d'opinion prédisent une partie serrée entre les deux rivaux, comme en 2012. John Dramani l'avait emporté avec 50,7% des voix, une courte avance qu'avait contesté sans succès son adversaire. Nana Akufo-Addo aura-t-il sa revanche cette fois? Le candidat de l'opposition entend tirer profit de la situation économique. Selon les chiffres officiels, les indicateurs sont passés au rouge ces dernières années, avec pour signe clinique la baisse des revenus des exportations d'or, de pétrole et de cacao. Le pays subit de plein fouet une inflation à 2 chiffres. Conséquence, le pouvoir d'achat des ménages a baissé, les prix des denrées alimentaires et autres produits, tels que le carburant, ne cessent de grimper. Le Ghana est au bord de la crise énergétique. Les coupures prolongées d'électricité sont devenues le quotidien des populations. À côté de ces défis économiques, se dresse un autre d'ordre politique. Le Ghana pourra-t-il conserver son rang de bon élève de la démocratie dans la sous-région? Les tensions entre les deux camps font craindre un scénario catastrophe, au cas où l'un des candidats ne reconnaîtrait pas sa défaite. La Cour suprême a fait jurer par chacun d'eux, au cours d'une cérémonie solennelle, de respecter le verdict des urnes pour préserver le pays d'une crise post-électorale. Les derniers sondages donnent les deux favoris, John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo, à égalité. La partie risque de se jouer dans un mouchoir de poche.
La présidentielle en France, ce ne sera pas avant 5 mois. Manuel Valls sera de la partie. Manuel Valls a donc passé le flambeau ce mardi à Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui, en 4 ans, aura changé 4 fois de siège. D'abord, celui des affaires européennes, puis du budget, de l'intérieur ensuite. Enfin, Matignon depuis donc ce matin, et ce pour les 5 derniers mois du quinquennat de François Hollande. En Allemagne, l'Union chrétienne démocrate renouvelle sa confiance à la chancelière allemande qui a été donc réélue ce mardi à la tête du parti avec 89% des voix lors donc du congrès du parti. Candidate à sa propre succession pour un mandat de 4 ans, Angela Merkel va donc conduire la campagne 2017. Ibrahim Tunkara, Sylvie Touré. C'est la femme la plus puissante au monde selon le magazine américain Forbes. Une femme qui domine depuis 11 ans la vie politique en Allemagne et qui dicte ses règles à l'Europe. Rien ne semble arrêter Angela Merkel, qui va briguer un 4e mandat de chancelière aux législatives de septembre prochain. À Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, la CDU a apporté tout son soutien à celle qui dirige le parti depuis maintenant 16 ans. Le mois dernier à Berlin, la chancelière avait mis un terme au suspense sur ses ambitions en annonçant qu'elle comptait bien briguer un nouveau mandat. Une annonce faite alors que les sondages publiés depuis un mois lui sont favorables. 55% des Allemands souhaitent en effet qu'Angela Merkel reste à son poste. Une remontée après une baisse due à la crise migratoire avec l'arrivée en 2015 et 2016 de près d'1 million de réfugiés syriens sur le sol allemand. Du pain béni pour l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, le parti populiste d'extrême droite, un parti qui prospère depuis des mois sur la crise migratoire. 3 ans seulement après sa création, l'AfD est déjà présente dans 10 parlements régionaux sur 16. Les revers électoraux de son parti, l'Union chrétienne démocrate, risquaient de sonner le glas de Merkel. Mais depuis quelques semaines, la chancelière connaît un retour en grâce. De nombreux Allemands voient en elle un gage de stabilité dans une Europe en proie à la montée du populisme. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, la CDU d'Angela Merkel arriverait en tête avec 37% des voix devant son grand rival, le Parti social-démocrate, qui participe depuis 2013 à la grande coalition au pouvoir à Berlin et crédité de 22% des intentions de vote selon les dernières enquêtes d'opinion. La chancelière admet cependant que la campagne de 2017 pourrait être plus difficile que toutes celles qui ont eu lieu depuis la réunification en 1990. Âgée de 62 ans, cette fille de pasteur de l'ex-RDA est en passe de rentrer dans l'histoire en battant le record au pouvoir en Allemagne du chancelier iconique d'après-guerre Konrad Adenauer, 14 ans de pouvoir, et en égalant celui de son propre père en politique, Helmut Kohl, resté chancelier pendant 16 ans. En Allemagne, pas de limitation du nombre de mandats pour le chancelier, l'équivalent du Premier ministre dans certains pays. Retour en Côte d'Ivoire, cap sur les législatives 2017. Ce sera le 18 décembre prochain, un scrutin que la Commission électorale indépendante prépare avec minutie. Son centre de coordination des opérations de sécurisation électorale est à pied d'œuvre pour garantir la quiétude des populations avant, pendant et après le scrutin. Alexis Ouedraogo. Au siège de la CEI, il y a cette salle tenue loin des regards indiscrets. Elle abrite les réunions du Centre de coordination des opérations de sécurisation électorale. Créé le 13 octobre 2015, le centre a pour mission de raccourcir les délais d'intervention des forces sur le terrain en période d'élection. Lorsque le président de la CEI a besoin de sécurisation, c'est au Centre de coordination de la sécurisation des opérations électorales qui transmet ses requêtes au SOIA qui saisit, s'il s'agit d'une activité qui relève de la police, de saisir la police. S'il s'agit d'une activité de la gendarmerie, qui saisit la gendarmerie. Et nous ici, nous sommes en droit de demander et de suivre toutes ces activités et de la police et de la gendarmerie pour rassurer le président de la CEI qu'effectivement, la requête qui a été faite est bien suivie, elle se mène. De même que s'il y a un souci sur le terrain, nous sommes en droit de demander au commissaire superviseur, tout comme au chef du PC secondaire,
la situation sur le terrain. Pour le scrutin législatif 2016, le dispositif est déjà en cours de déroulement. Depuis le 1er décembre, le COIA a permis un déploiement des hommes sur le terrain. Donc, créer une conjoncture favorable pour la campagne, les meetings et autres. L'opération engage quelques 12 000 policiers, 12 000 gendarmes et 6 000 militaires en soutien et commandement. Pour les candidats, une assistance sécuritaire est disponible sur demande express. Tous ceux qui sont candidats, dès l'instant où la Cour constitutionnelle publie la liste, bénéficient de nos prestations. Il est fortement interdit qu'un candidat puisse recruter des militaires pour faire sa sécurité pendant cette campagne électorale. Sont à leur disposition les policiers, les gendarmes, à travers le document qu'ils vont remplir, sinon une sécurité privée mais sans armes. Le 18 décembre prochain, les Ivoiriens seront aux urnes pour élire leurs députés. 255 sièges sont à pourvoir. La commission électorale indépendante met donc tout en œuvre pour la réussite du scrutin. Plus de 300 candidats délégués et représentants de candidats dans les bureaux de vote étaient ce matin en formation. Il était question d'apprendre à gérer l'environnement du vote. Sidonie Davila. À moins de 2 semaines des élections, la commission électorale indépendante multiplie les initiatives pour un bon déroulement des législatives. Cette formation au profit des candidats et des représentants dans les bureaux, la deuxième du genre, en est une illustration. Il faut que les candidats ou leurs représentants sachent quelles sont les différentes procédures qui permettent soit d'aller au contentieux, si contentieux il y a, soit d'aller faire leur campagne dans un climat qui ne frustre personne. Très impliqué dans cette formation, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ESA, veut engager tous les candidats et leurs représentants à contribuer à la crédibilité et à la transparence de ces élections. Il est très important que les candidats et leurs représentants comprennent très bien le processus de vote, le processus de dépouillement et toutes les étapes qui ont lieu le jour du vote et au-delà. Généralement, on pense que parce qu'on a une copie du code électoral, c'est qu'on comprend tout. Le code donne des détails jusqu'à un certain point, mais il y a aussi la réglementation, le mode opératoire de la commission électorale, ainsi que les bonnes pratiques internationales en matière d'élection. Le défi de l'organisation d'élections transparentes, libres et apaisées doit être relevé par tous les acteurs, politiques, candidats et électeurs. Et cette information, pour poursuivre, la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité des journalistes professionnels et des professionnels de la communication invite les bénéficiaires à retirer leur carte 2016-2017 à son secrétariat permanent, sise à la cité administrative Tourcé, 17e étage, porte 28. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a 25 ans. Les festivités marquant l'événement ont démarré aujourd'hui même par une exposition photo. C'était en présence des ministres de la Communication, Afoussiata Bambalamine, et de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échos avec Moussa Konate. Ces images retracent toute l'histoire de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'organisation a 25 ans, de 1991 à 2016. Que de chemins parcourus par la fêtière des organisations de presse. Pendant ces 25 ans-là, il y a eu du progrès notamment dans la situation des journalistes, les lois qui ont été prises, qui améliorent la question de la liberté de la presse. On est passé d'entreprises boutiques à des entreprises de presse. 25 années d'existence ponctuées d'actions remarquables au service des acteurs de la presse et de l'opinion publique. Des efforts salués par les autorités ivoiriennes. Je veux vous féliciter, car vous avez tenu la barque dans des conditions difficiles. Tout le monde sait que le métier de journaliste est en danger. Tout le monde sait les difficultés économiques et financières de la profession, les souffrances des journalistes. Et si le journaliste n'est pas bien payé, il ne peut pas bien travailler et il peut même devenir une menace pour la société. Et dans ces conditions difficiles, vous êtes encore là. 25 ans dans la vie
d'un individu, a fortiori d'une organisation, c'est quand même long, c'est le bel âge. 25 ans permet effectivement de réfléchir, de faire un bilan, de réfléchir sur tout ce qu'on a fait, de faire un diagnostic très clair, ensuite d'envisager des perspectives heureuses. Donc c'est ce que je souhaite à l'UNJCI. Exposition photo marque le démarrage des festivités des 25 ans de l'UNJCI. Elle sera suivie d'une cérémonie de décoration des pionniers de la presse ivoirienne et la 18e édition de la soirée des Ébonies, le 10 décembre à Yamoussoukro. La fête va donc se poursuivre ce 10 décembre à Yamoussoukro. Ce sera, vous l'avez dit, Konaté Moussa, à l'occasion de la nuit des Ébonies. Un call center pour rapprocher la justice du justiciable. Ce nouveau canal d'information juridique est opérationnel depuis lundi. C'est un projet qui a été rendu possible grâce à l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale. On retrouve Sidonie Davila. Nous sommes dans les locaux du centre d'information du ministère de la Justice. Kwame Amani, le superviseur, lui-même juriste, et son équipe composée d'opérateurs et de suppléants sont à l'écoute des usagers pour tenter d'apporter des informations liées au droit et à la justice. Il y a des questions-réponses qui sont déjà sur les bases de données. Lorsqu'il appelle, les opérateurs prennent, n'est-ce pas, ses préoccupations, ses préoccupations et essaient, n'est-ce pas, de donner la réponse. En cas de difficulté, ils s'en réfèrent au superviseur que je suis. Inspiré du centre d'appel et d'assistance juridique japonais, ce call center est un don du Japon à travers son agence de coopération internationale JICA. Une action qui en rajoute à la bonne coopération ivoiro-japonaise. Dans le plan national de développement PNUD 2016-2020, l'accent était également mis sur l'amélioration de l'accès à la justice et ce centre d'appel qui nous réunit ce jour en est une illustration concrète. D'un montant estimé à près de 16 milliards de francs CFA, ce centre opérationnel est une innovation importante pour le ministère de la Justice. Je voudrais ici exprimer toute la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire à la République du Japon. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je peux vous assurer de la plus grande attention qui sera portée à ce centre afin qu'il réponde efficacement aux objectifs de sa création et aux attentes des usagers. Le centre d'appel est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h. Son numéro, le 20 22 32 20. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a été reporté à jeudi. L'audience qui reprenait aujourd'hui mardi a rapidement été suspendue pour permettre aux bâtonniers de produire la liste des avocats commis d'office. Simone Gbagbo et ses avocats ont décidé de ne plus se présenter devant la cour pour protester contre la non-comparution de certains témoins. Ouverture aujourd'hui devant la CPI du procès de l'Ougandais Dominique Ongwende est poursuivi pour 70 accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Selon l'ONU, l'homme de 41 ans, membre de l'armée de résistance au Seigneur, aurait joué un rôle déterminant dans le massacre de plus de 100 000 personnes et l'enlèvement de plus de 60 000 enfants. Notez que Dominique Ongwende plaide non coupable. On parle santé à présent. La santé sexuelle et reproductive est une préoccupation majeure en Afrique. 225 décès maternels pour 100 000 naissances enregistrées en Afrique occidentale. 15 décès maternels par jour en Côte d'Ivoire, des chiffres effrayants. La 5e rencontre annuelle du partenariat de Ouagadougou se prépare donc. Pour en parler, ce sera en Côte d'Ivoire du 12 au 14 décembre prochain. Mais avant, le programme national de la santé mère-enfant fait le point. La planification familiale ou le planning familial est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles de choisir d'avoir un enfant. Depuis plus de 37 ans, le planning familial existe en Côte d'Ivoire, mais la méthode est peu connue. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Le premier enfant à quel âge? Il a 6 ans. Le deuxième? Il a 3 ans. Je voulais voir le gynécologue. Qui me donne des conseils si je peux actuellement prendre une grossesse ou je dois attendre un peu. La question de la planification familiale au niveau des jeunes est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations parce que le constat est alarmant. En Afrique occidentale,
nous avions environ 225 décès maternels tous les jours. Et sur ces 225 décès maternels, la Côte d'Ivoire enregistre un peu moins de 15 décès tous les jours. Vous voyez, la situation est difficile, elle est triste. Et voilà pourquoi nous repositionnons la planification familiale dans le concept du partenariat de Ouagadougou. Pour promouvoir la planification familiale, 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se mettre ensemble à Ouagadougou en février 2011. Leur 5e réunion est prévue à Abidjan le 12 décembre. Au programme de la santé de la mère et de l'enfant, on s'active. Ce sera l'occasion de tout examiner et de planifier les choses. Ce partenariat Ouagadougou veut qu'à l'horizon 2020, nous ayons 2 200 000 utilisatrices nouvelles de la contraception. Dans ces 2 200 000, la Côte d'Ivoire s'est engagée à fournir environ le quart, c'est-à-dire environ 500 000 nouvelles acceptrices. Communication et sensibilisation, beaucoup reste à faire. La Côte d'Ivoire a décidé de se doter d'un cadre juridique. La Côte d'Ivoire, très bientôt, aura un cadre juridique approprié pour la santé sexuelle et reproductive. Imaginons-nous que les jeunes de moins de 21 ans n'ont pas accès à la contraception. Et pourtant, nous savions combien de grossesses non désirées qu'il y a dans les établissements sanitaires. Vous avez les informations. Comment faut-il faire dans cette situation quand les problèmes sont là et que l'offre de services n'est pas adaptée aux jeunes? C'est tout ça que nous voulons régler. Nous voulons faire en sorte, dans nos communautés les plus loin possible, qui n'ont pas accès aussi à la contraception, comment faut-il déléguer la tâche pour qu'il y ait des relais communautaires qui puissent distribuer, redistribuer les services de planification familiale. L'utilisation de la contraception permet d'éviter les grossesses trop précoces, trop rapprochées, trop tardives, trop nombreuses et non désirées. Des informations fournies par Delphine Bla. Le monde du transport s'organise également pour faciliter les déplacements des populations au sein des 15 pays de la CEDEAO. Comment réduire le temps et les tracasseries routières, tant pour les transporteurs que pour les passagers? La commission de la CEDEAO a initié récemment une rencontre pour en parler. On en sait plus avec Lansine Bakayoko et Malika Koulibaly. Malgré la volonté de créer les conditions d'une meilleure mobilité intra-régionale en Afrique de l'Ouest, beaucoup d'entraves subsistent encore. Les transporteurs, les commerçants et les voyageurs en général peinent sur les routes et aux frontières inter-États à cause des tracasseries, de l'insécurité et du racket. En effet, cette intégration, qui est la raison d'être de la CEDEAO, ne peut advenir sans la fluidité du mouvement des personnes et des biens que le mécanisme a pour mission de rendre effective. Aujourd'hui, l'objectif de la CEDEAO est de doter cette union qui regroupe 15 pays de l'Afrique de l'Ouest des mécanismes opérationnels de suivi sécurisé de la libre circulation et de faciliter le passage aux frontières terrestres avec les documents de voyage valides. Il s'agit de rendre la traversée des frontières plus sûre. L'abolition des visas, la facilitation de la résidence, l'établissement de personnes ainsi que l'accès à des conditions préférentielles au marché sont autant d'instruments qui sont au service de l'intégration des peuples. Cette démarche, aujourd'hui confortée par la vision 2020 de la CEDEAO, place les populations et les opérateurs économiques au cœur de la politique d'intégration régionale. Sur la question, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Le tracasserie, ça devient un mauvais souvenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que vous le constatez, il n'y a plus de barrage dans les grandes capitales. Et aujourd'hui, c'est le seul pays où tu peux faire 500 km sans entrave. Dans la construction du marché commun, les échanges commerciaux dans l'espace restent faibles avec un niveau d'environ 18%. La 20e réunion extraordinaire de la Commission internationale pour la conservation des thonides de l'Atlantique s'est tenue récemment au Portugal. Le ministère des Ressources animales de la Côte d'Ivoire, représenté donc par le ministre ivoirien, était de la partie. Il s'est entretenu, le ministre, à l'occasion avec son homologue du Portugal. Il était question entre les deux hommes de partenariat dans le secteur des ressources halieutiques. Serge Coléa.
La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique constitue un instrument de référence dans la gestion des ressources thonières et des espèces associées. S'adressant aux États membres à l'occasion de la 20e réunion extraordinaire de cette commission, le ministre des Ressources animales et halieutiques a souligné que les ressources thonières tropicales constituent pour l'ensemble des populations des États côtiers en développement, dont la Côte d'Ivoire, un important moyen de lutte contre la pauvreté. Ces ressources contribuent significativement à la création d'emplois et à la sécurité alimentaire. C'est pourquoi Kobenan Kwasi Adjoumani a invité la Commission internationale à accroître son niveau d'engagement dans la mise en œuvre de mesures et de stratégies de gestion à long terme. Je voudrais féliciter au nom de la COMAFAT le secrétaire exécutif pour la qualité du travail accompli depuis sa prise de fonction, ce qui a permis à l'ICAT d'être aujourd'hui l'une des organisations les mieux gérées dans le secteur halieutique. Nous sommes persuadés que ce niveau de performance ira croissant pour l'épanouissement du secteur thonier et pour le bien-être des populations. Toujours dans le cadre du développement des ressources halieutiques, le ministre Adjoumani a échangé avec Ana Paulo Vitorino, ministre de la mer du Portugal. La Côte d'Ivoire veut bénéficier de l'expérience du Portugal, un pays qui jouit d'une vaste ouverture sur la mer et qui développe une expertise reconnue dans le domaine maritime. Les deux personnalités sont convenues à l'issue de leurs échanges d'une rencontre très prochaine en vue de sceller un partenariat. Retour en Côte d'Ivoire, l'Organisation mondiale des producteurs de cacao, OMCC, veut prendre une part active au processus de sécurité alimentaire et à la politique nutritionnelle de la Côte d'Ivoire. Elle a pour ce faire initié un atelier de renforcement des capacités des agriculteurs et petits producteurs. La bonne gouvernance des terres agricoles était au cœur des échanges. Éric Goré. Des agriculteurs et petits producteurs de cacao venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire participent à cet atelier. Un atelier qui va leur donner tous les outils dans le domaine du foncier. Les terres agricoles doivent être préservées pour assurer la sécurité alimentaire. Cette sécurité alimentaire passe forcément par l'immatriculation et la certification des parcelles agricoles. La loi de 1998 a prescrit un délai de 10 ans pour que toutes les personnes qui détiennent des droits coutumiers les fassent constater pour obtenir un certificat foncier. Alors si au terme de ce délai de 10 ans, les droits coutumiers n'ont pas été constatés, ce qui est prévu, c'est que ces terres-là retombent dans l'escarcelle de l'État. Gouvernants locaux, peuples autochtones, sociétés civiles et personnes chargées d'évaluer la gouvernance foncière seront les relais dans leurs différentes localités. Le président a fait en sorte que la loi que nous allons de voter puisse donner encore beaucoup d'accent sur les problèmes de terre. Nous, c'est d'expliquer aux parents que voilà désormais la loi à suivre pour que nous soyons en paix. Les cultivateurs de cacao réunis au sein de l'OMCC entendent apporter leur contribution à la formulation des politiques les concernant pour mieux valoriser le métier et pour assurer aussi tout ce qu'on peut attendre comme bienfait. Cet atelier bénéficie du soutien de plusieurs structures internationales, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, FAO. Les 31 régions de la Côte d'Ivoire sont représentées. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.